Bonjour à tous. Merci déjà de votre partage, c'était super. Du coup, moi, c'est Anaëlle. Je suis sortie de l'école de Lyon il y a presque un an maintenant. Et donc, j'ai fait un internat cette année en Suisse, justement, comme Sarah. Enfin, voilà, moi, c'était ma formation après l'école. Et puis, je pars à Québec à partir de octobre pour faire un assistanat de chirurgie. Voilà pour ma vie, mon œuvre. Je vais vous parler de ma thèse que j'ai soutenue l'année dernière. Et vraiment, ça me tenait à cœur très fort de la diffuser parce que elle a été, bon, certes, c'est un sujet que j'ai développé avec mon enseignant référent, mais c'est quelque chose qui me tient très, très fort à cœur parce que moi, comme vous, j'avais l'impression que j'étais pas du tout prête à être vétérinaire en sortant de l'école. Euh, donc, du coup, voilà, c'était une perception des praticiens et des étudiants et jeunes professionnels de est-ce que leur formation, elle a collé avec leur exercice en libéral. Donc, vraiment, on se base à la profession en tant que praticien. Alors, comment je passe les diapositives? Mhm. Ça y est. Donc, ok, donc pour le contexte de l'étude, c'est des choses que vous connaissez certainement déjà tous, mais c'est surtout dans un contexte de pénurie de vétérinaires que, au début, et de crise de recrutement qui ont d'abord concerné le milieu plutôt rural, mais maintenant ça commence même à s'étendre aux zones périurbaines et aux praticiens en canine. Il y a aussi beaucoup de désinscriptions très précoces de l'ordre des vétérinaires, une désertification croissante des territoires ruraux et un mal-être des étudiants et des praticiens. Donc en fait, ça commence déjà dès l'école, un taux de burn-out élevé, un taux de suicide qui est assez inquiétant. Euh, et avec l'émergence des gros groupements qui rachètent beaucoup de cliniques à des prix défiant toute concurrence, qui pour beaucoup de vétérinaires vont menacer l'indépendance de la profession. Il y a aussi l'ouverture récente d'une école privée qui rebrasse un petit peu tout ça, les grosses réformes dans la sélection des étudiants. Après, ces réformes sont assez jeunes et on verra leur impact seulement dans quelques années, donc c'est pour l'instant difficile à dire l'impact que ça aura. En tout cas, ça a beaucoup fait parler la profession. Hop. L'objectif de la thèse, c'était surtout de dresser un état des lieux de ce qu'il en était auprès des praticiens actuels, des jeunes diplômés et des étudiants, pour dresser via enfin, comment est-ce qu'ils ont répondu à mes questionnaires, pour dresser les stratégies à appliquer, que ce soit en école ou même au sein des praticiens, parce que aussi ils reçoivent beaucoup d'étudiants en stage. Voilà, donc surtout au service des praticiens et des étudiants qui sont les principaux acteurs de la profession et victimes de mal-être. Du coup, il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits sur ces sujets-là. Des thèses de confrères sur notamment pourquoi est-ce que les praticiens veulent plus exercer en clientèle. Elle a d'ailleurs reçu un petit prix de thèse cette année, bravo à elle. Il y a un questionnaire qui a été diffusé à Lyon depuis déjà 10 ans sur les compétences qu'on a au fur et à mesure de nos passages à l'école. Je me suis beaucoup basée là-dessus et j'ai travaillé avec mon école pour ça, comparer un peu nos résultats. Il y a l'Observatoire national démographique de l'ordre aussi qui fait des rapports annuels qui m'ont beaucoup, beaucoup servi dans ma thèse. Et ben, vous n'êtes pas sans savoir du coup les travaux de Veto Entraide, des rapports qui sont vraiment, vraiment brillants et très instructifs. Donc du coup, juste pour la méthode, j'avais deux questionnaires que j'ai diffusés pendant 6 mois, un pour les praticiens exerçant depuis plus de 5 ans et un pour les étudiants et jeunes diplômés pour lesquels ils avaient encore voilà, une idée de comment ça se passait à l'école, avec plusieurs rubriques, les stages, les premières expériences pro, les stratégies d'embauche et après la formation en elle-même. Voilà, tout était anonyme justement pour que les étudiants et les praticiens soient libres de dire ce qu'ils pensent. Et j'ai quand même eu 388 réponses de praticiens, 439 d'étudiants, donc ça c'était plutôt agréable comme taux de réponse. Et la diffusion, donc ça s'est fait notamment grâce à Veto Focus, merci Denis, la des pêches, un groupe Facebook qui regroupe les anciens élèves de l'école de Lyon, la semaine vétérinaire et les mailing lists. Euh, donc voilà, juste pour la diffusion.
La partie barbante, c'est juste pour que vous compreniez un tout petit peu mes interprétations stats, que je vais essayer de rendre ludiques. J'ai utilisé les Z-score, qui est la méthode statistique qui a été utilisée pour les compétences du questionnaire de Lyon. On l'a diffusé pendant 10 ans. C'est un peu différent d'une moyenne, mais c'est une note sur 5 qui dépend du nombre de réponses pour chaque note en fonction des propositions. Et donc, en gros, il faut retenir juste que s'il est supérieur à 4, ça veut dire que pour la proposition, la question que j'avais posée, il est jugé satisfaisant. S'il est inférieur à 2,5, en gros, le taux de satisfaction pour cette question, il est jugé insatisfaisant. Voilà pour la partie barbante. Vous vous étonnez pas non plus, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, mais pareil, je vais tout vous expliquer. Juste pour les répondants, j'avais surtout des personnes qui travaillaient en clinique, une petite sous-représentation des CHV. J'étais un peu déçue, mais bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, il y a toutes les structures de soins qui m'ont quand même répondu. Plutôt en activité animaux de compagnie, mais on a quand même pas mal de rural. Ça, c'était important pour certaines questions, surtout au niveau des compétences acquises en école. Donc voilà, tous les âges aussi étaient représentés, voilà, toutes les années d'école également. Toute la France, tous les départements, ça c'était aussi chouette, même dans les déserts ruraux, j'ai eu des réponses. Surreprésentation par contre de l'école de Lyon, je suis navrée, mais c'est à cause de mon biais de diffusion, vu que je viens de cette école-là. Voilà. Du coup, la première rubrique, elle s'intéressait vraiment au stage. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de praticiens qui sont OK pour accueillir des stagiaires. Donc voilà, la plupart en reçoivent. On est à une grosse proportion. Il n'y a que 14% qui en reçoivent jamais. Euh, Au niveau de la progression, de la motivation et de l'implication des stagiaires en études, les praticiens ont plus l'impression que les étudiants qu'il y a une motivation assez moyenne au final par rapport aux étudiants qui, eux, considèrent avoir une très bonne motivation en stage. Il y a le Z-score qui est noté en bas de cette diapositive. Je peux pas me montrer peut-être avec mon tchouk un pointeur, ce serait pas mal. William, est-ce que tu sais comment je fais le pointeur? Non, il n'y a pas de pointeur comme ça. Hmm, Je vois pas ton pointeur. pas de pointeur. Là, Vous ça voyez bouge. ma souris peut-être? Là, ça bouge. Ouais, là, maintenant, on le voit. Vous voyez ma souris. Ouais. Incroyable. Ok. Donc du coup, là, voilà. Donc on voit les Z-scores ici, qui sont tous les deux jugés satisfaisants quant à la motivation des étudiants. Donc là, c'est eux qui jugent eux-mêmes leur motivation. En revanche, on remarquait que, il y a une différence entre la motivation au début du cursus et à la fin du cursus. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont quand même noté une désillusion quant à l'idée qu'ils se faisaient du métier et aussi beaucoup de mauvaises expériences en stage. Quant à l'importance des stages, les praticiens, ils donnent enfin, le Z-score obtenu quant à l'importance des stages pour les praticiens est pas jugé satisfaisant, il est moyen, alors que les étudiants, eux, accordent une grande importance en stage. Pour les praticiens, ça peut jouer aussi du fait qu'ils ont l'impression que les stagiaires sont pas forcément très motivés. Peut-être l'effet plante verte pour certains, il y en a qui me l'ont rapporté. Les étudiants, eux, apportent une grande importance à leur stage, notamment parce qu'en fait, il y avait 40% des étudiants qui n'avaient pas une idée très précise de leur projet professionnel. Et il y a plus de 62%, ça c'est un chiffre assez éloquent, qui ont changé de projet grâce à des stages, que ce soit totalement ou juste un petit peu modifié. En tout cas, les stages ont une grosse influence sur la filière dans laquelle ils vont travailler, une découverte de la rurale ou un dégoût parfois voilà, de l'équine, ça arrive, ou une volonté de spécialisation. Hop, je remonte juste un petit peu ça, parce que sinon je vois pas. Voilà. En revanche, il y a quand même une grosse augmentation des compétences des stagiaires selon les praticiens au cours de leurs années d'études. Donc ça c'est plutôt encourageant quant à la qualité de la formation et au ressenti de ces compétences-là en stage. Encore un petit peu les stages, c'est vraiment une partie importante de la thèse. Il y avait une question sur la durée des stages, est-ce que c'était suffisant? Donc là, on revient à ce que disait Sarah au départ. Donc les Z-scores là sont assez cata. Les deux sont jugés insatisfaisants par les praticiens et par les étudiants euh, qui aimeraient globalement, donc là on voit dans les petits graphiques un peu imbuvables à droite, qui aimeraient des durées de stage croissantes, beaucoup plus de pratiques de manière globale, que ce soit pour les étudiants, jeunes diplômés et les praticiens. Donc voilà, ils jugent en règle générale, je me suis un peu renseignée, c'est plutôt 1 à 2 semaines de stage et pour eux c'est pas assez. Euh,
Quant aux stratégies de stage, les praticiens et les étudiants s'accordaient pour enfin, à peu près 70% pour les deux parties à dire que, il fallait réaliser un maximum de stages dans plein de structures différentes pour découvrir plein de façons de pratiquer. Il y en a qui disent qu'il faut plutôt allier les deux stratégies, on en reparlera un petit peu après. Mais en gros, il y a pas mal aussi de gens, je crois 1 sur 10, qui m'a répondu que le mieux ce serait en début de cursus de réaliser dans un maximum de structures pour découvrir les structures, savoir où est-ce qu'on aimerait retourner, des stages plutôt courts, et en fin de cursus, là où on retourne là où on a été bien formé, des gens pédagogues, les gens qui prennent le temps, sur enfin, sur des durées plus longues pour avoir le suivi des cas, pour gagner en confiance avec les praticiens notamment, qui laissent alors plus pratiquer, notamment poser des cathéters, les choses un petit peu de base, mais dont on a besoin quand on commence. Voilà. Pour les pistes d'amélioration des stages, les étudiants et jeunes diplômés ont été sur qu'est-ce que eux ils aimeraient pour rendre les stages plus efficients. Du coup, notamment une formation des maîtres de stage ou des maîtres de stage qui seraient accrédités et qui seraient engagés dans la formation vraiment du stagiaire. Aussi un livre de compétences pour avoir plus de suivi de la part des enseignants, des écoles quand on rentre pour dire voilà, j'ai vraiment fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour peut-être plus demander en stage à faire des actes techniques notamment ou des topos ou des choses comme ça. Les étudiants sont assez demandeurs. Voilà, ensuite, expérience pro, que ce soit les premiers remplacements en école ou lorsqu'on on est sur le monde du travail pour les premiers emplois. Il y a 70% des praticiens qui, eux, embauchent des remplaçants vétérinaires quand ils sont encore en école et 3 quarts des étudiants qui en ont réalisé un dans leur cursus. Du coup, on voit que quand même les praticiens sont prêts à passer du temps à former les étudiants et que les étudiants sont quand même très partants pour ce genre d'expérience. Quand les praticiens m'ont répondu ne pas avoir reçu d'étudiants, il y en a qui en ont juste pas besoin pour 50% d'entre eux. Il y en a qui n'ont pas de demande, pas de candidat. Encore une fois, on met ça un peu en lien avec la difficulté de recrutement des jeunes, surtout loin des écoles. Voilà, pour être logé, tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont noté un manque d'aptitude des étudiants, peut-être une peur de confier sa clientèle à des jeunes comme ça. Il y avait aussi le degré d'encadrement des remplaçants. Donc là, sur les graphiques à droite, les praticiens avaient vraiment l'impression, eux, d'avoir encadré tout du long et assez fort les étudiants. Contrairement aux étudiants qui, eux, ont eu l'impression d'être un peu livrés à eux-mêmes. Ça peut à nouveau être mis en lien avec le manque de confiance des praticiens à donner leur clientèle aux étudiants sans encadrement. Et les étudiants, eux, un manque de confiance en eux, donc ils ont eu l'impression d'être pas assez assistés. Du coup, c'est en effet ce qu'ils ont noté juste en dessous. Quand ils n'ont pas été assez encadrés, ils ont manqué de confiance en eux globalement et d'une capacité voilà, à prendre des décisions, des compétences techniques quand même, un petit peu théoriques, mais c'est pas la majorité. Et voilà, à nouveau de l'autonomie de manière globale. Ne vous inquiétez pas pour le tableau, à nouveau, je vais tout expliquer. Donc, il y a quand même 63% des étudiants qui ne se sentaient pas du tout prêts pour faire ce remplacement vétérinaire. Donc, certes, ça peut être dû à un manque de confiance, mais apparemment, dans la question d'après, je demandais s'il y avait eu un manque de bagages offert par la formation pour être opérationnel rapidement. Et c'est quand même plus de 50% des deux répondants, étudiants et praticiens, qui me disaient que voilà, ils n'avaient pas été préparés par l'école pour le faire. Donc à droite, le tableau un petit peu imbuvable, c'est juste j'ai mis plein de compétences qui pourraient aider quelqu'un à être rapidement opérationnel. Et il y a les étudiants en remplacement qui se sont auto-évalués sur la colonne du milieu, les jeunes diplômés qui ont été évalués par les praticiens et les étudiants qui ont été évalués par les praticiens. Du coup, juste, globalement, on voit que les praticiens, ils jugent un petit peu moins bien les compétences acquises que eux-mêmes, les étudiants se jugeant eux-mêmes. Eux, ils pensaient plutôt maîtriser, par exemple, la médecine préventive, le travail en équipe. Pour les praticiens, il y a des compétences qui sont quand même très, très moyennes, moyennement maîtrisées par les étudiants. Les Z-scores sont quand même plus élevés quand ils jugent les jeunes diplômés, donc on voit qu'il y a quand même une marge de progression d'ici la sortie de l'école et dans les premières années. Mais il y a des compétences qui sont apparemment quand même cruellement manquantes. Il y a des qualités qui sont surtout pour la rurale aussi, hein, tout ce qui est voilà, les gestes obstétriques et la médecine de troupeau, ça c'est plutôt pour la rurale.
Il y a à nouveau donc l'aspect financier qui n'est pas maîtrisé par les étudiants. Un tout petit peu mieux pour les jeunes diplômés, mais c'est pas encore ça. On revient à ce qu'on disait en prélude. Voilà, les chirurgies, c'est pas non plus incroyable. Et puis, on revient encore une fois aux ressources humaines, le relationnel, la gestion clientèle, la gestion d'une entreprise. Ça, c'est des Z-scores qui sont assez mauvais, hein. On a même 1,75 ici pour les jeunes diplômés. Voilà. J'ai un peu peut-être rendu ça plus lisible. Ces compétences, je vais les réutiliser un tout petit peu après. Hop. Du coup, on peut mettre ça en lien avec les stratégies de recrutement, hein. Si les chiffres sont assez parlants, c'est pas un secret que s'ils ont le choix, bien sûr, les recruteurs vont plutôt choisir des gens avec un peu plus d'expérience, 1 à 2 ans d'expérience. Ils sont pas contre un diplômé. Je dis s'ils ont le choix parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de répondants qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai trouvé personne. Et il y en a quand même pas mal qui cherchent des gens avec plus d'expérience pour avoir peut-être moins de temps à passer à leur formation, vu que les compétences sont pas maîtrisées dans les débuts, des jeunes. Voilà. Donc, quant au profil vraiment recherché par les recruteurs, pour la majorité, c'est des jeunes diplômés ou des vétérinaires avec un peu plus d'expérience, mais assez peu au final des gens surspécialisés, internats, assistants, spécialistes. Il y a même beaucoup de praticiens qui ont décrié un petit peu que, j'ai perdu la souris, qu'il y ait une trop grande spécialisation et donc c'est pas le besoin principal en tout cas. Oula! Le besoin principal que le métier, que la profession aurait besoin. Donc pas forcément des spécialistes, c'est le profil le moins recherché. Voilà, donc on a aussi remarqué qu'il y avait une grosse tendance pas la spécialisation, mais en tout cas de poursuivre les études par un internat notamment. Les étudiants disaient que c'était pour parfaire leurs connaissances, surtout en étant encore un peu encadrés par souvent un manque de confiance. Pour certains quand même se spécialiser, et il y en a pas mal voilà, qui ne se sentent pas prêts du tout pour travailler. Il y en a qui aimeraient juste avoir un meilleur salaire, une meilleure enfin, rémunération dès la sortie d'école. Voilà, le reste était assez anecdotique. Donc, pour revenir à la formation en elle-même, il y a 80% des étudiants qui se disent moteurs de leur formation. Donc, c'est pas que un manque de motivation qui fait qu'il y a un manque de compétences de la part des étudiants. Donc là, on retrouve à nouveau mes petites compétences. Du coup, on voit juste que là, je les ai mis par lieu d'apprentissage. Il y a des compétences qui vont être quand même assez bien maîtrisées à l'école, notamment la médecine préventive, la sédation, tout ce qui est anesthésie, ça c'est assez bien à gérer à l'école. Mais c'est surtout des compétences qui sont axées à la canine. Du coup, il y a des compétences qui sont pas du tout gérées à l'école. Là, je les ai encadrées, en rouge. Le relationnel, la clientèle, l'aspect financier à nouveau. Donc, on revient sur les mêmes idées, les euthanasies. Et donc, il y a pas mal de compétences qui vont être apprises un petit peu plus tard, donc en stage notamment sur notamment les petites chirurgies, les gestes obstétriques, des trucs plutôt axés sur la rurale. Et surtout, il y a beaucoup de verres sur les expériences professionnelles quand on commence à travailler vraiment. Donc, premier emploi ou quoi. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a quand même j'ai encore perdu ma souris, voilà. Des compétences qui sont apprises nulle part, notamment la médecine collective de troupeau, les gestes obstétriques, donc ça, une petite lacune peut-être en rural, les ressources humaines à nouveau et la gestion d'entreprise. Voilà. Du coup, la pratique à nouveau que je vous disais, c'est que la canine, elle est globalement maîtrisée à l'école. La rurale, assez peu au final. Je l'ai pas encore en rouge, c'était pas si bas, mais voilà. Et puis, les carnivores domestiques, on apprend quand même encore beaucoup en travaillant. Et alors, je crois que j'avais mis les petits animaux de compagnie, la faune sauvage, ça c'est assez cata. C'est pas du tout appris à l'école, en tout cas. Voilà. Hop. Donc, pour l'arrêt de théorie et les cliniques, j'ai été assez frustrée parce que j'ai pas retrouvé les super chiffres de Veto Entraide. Mes Z-scores sont très très mitigés, enfin assez partagés sur la clinique et enfin préclinique, donc théorique pure et formation clinique, la pertinence des enseignements, répartition des stages, l'intérêt des EP qui est assez nouveau, hein, ça fait que 5 6 ans que c'est sorti, et la communication avec le corps enseignant.
Du coup, juste ce qu'on peut sortir, c'est que, il y a globalement une demande assez forte de l'augmentation de la formation clinique pure, peut-être à répartir davantage sur les premières années qui sont plutôt théoriques dans la plupart des écoles. Et il y en a juste, il serait OK de garder cette répartition, mais avoir beaucoup plus de rappels théoriques en clinique pour mieux ancrer tous les cas cliniques qu'on peut voir. Il y en a déjà pas mal avec les rondes, mais ils en voudraient encore davantage. Voilà, hop, sur la alors, je ne vais pas passer de suite. Je vais juste décaler vos petites têtes. Voilà. Du coup, il y a quand même 60% des étudiants qui m'ont dit que la charge de travail, elle n'est pas forcément trop, globalement trop élevée, mais elle est juste très mal répartie, donc plus ou moins bien vécue. En clinique, il y a trois quarts des étudiants qui se sont sentis infantilisés et ça, on peut mettre ça en lien aussi avec l'autonomie à la sortie d'école et la confiance en eux parce que s'ils n'ont pas été responsabilisés suffisamment face au cas, c'est très difficile d'arriver sur le terrain et d'être responsable de ses propres consultations. Voilà, donc là après je me suis axée vraiment sur les rotations cliniques à proprement parler. C'est assez difficile aussi d'avoir des Z-scores tranchés, on en a qui sont assez moyens, mais en fait c'est aussi à mettre en lien avec la diversité d'une rotation à l'autre et des rotations qui vont être très bien vécues, d'autres pas du tout du tout. Du coup les gens sont peut-être moins penchés d'un côté ou de l'autre en tout cas. Et aussi d'une école à l'autre. Ça a beaucoup varié d'une école à l'autre en fonction des rotations. Donc, il y a des choses quand même qui reviennent avec des Z-scores assez insatisfaisants, notamment la représentativité des cas vis-à-vis de l'exercice en clientèle, la considération de l'étudiant par la hiérarchie, encore on revient un petit peu sur l'idée d'infantilisation, et la reconnaissance du travail accompli, les feedbacks, ça c'est assez mauvais en tout cas. Ok. À mettre en lien du coup avec l'abandon de la profession assez précoce. Donc il y a pas mal de... J'ai mis montré par des flèches, ce qui est en lien vraiment pur avec la formation. Mais vous pourrez parcourir le reste, je vous enverrai le PDF en tout cas. Du coup, pour la plupart des praticiens et des étudiants, il y a clairement un lien entre la formation et l'abandon précoce de la formation. Donc 58% pour les praticiens et presque 70% pour les étudiants et jeunes diplômés. Du coup, les choses qui sont principalement ressorties, c'est surtout donc en effet un gap à nouveau entre la formation, ce qu'on y apprend, et le travail en clinique. Le manque de préparation à la clientèle qui peut souvent être très très mal vécu, l'inadéquation entre les exigences et le niveau de formation, le manque de préparation aux relations confraternelles, donc là à nouveau la communication en équipe. Et il y en a certains qui relevaient quand même une mauvaise sélection des étudiants et à nouveau ce manque de formation RH. Euh, Hop. Du coup, ça, c'était la même chose pour les étudiants. On avait à peu près les mêmes choses qui revenaient hein, pour ça. Surtout ce décalage entre la réalité et la formation. On arrive vers la fin. Du coup, ça permet de tirer les grandes idées et voies d'amélioration à partir de surtout des textes libres aussi que j'avais permis à la fin des deux questionnaires. Hop, donc les grandes idées, c'est la sélection déjà en amont de l'école, avec un manque de préparation à peut-être la réalité du métier, peut-être sensibiliser déjà même dès les prépas. La sélection des profils qui est assez décriée, notamment dans le monde veto, pour la sélection de hauts potentiels émotionnels et intellectuels qui prédisposent. C'est des profils qui sont prédisposés au burn-out et aux idéations suicidaires notamment. Bien sûr, les réformes dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, les écoles privées, le post-bac, c'est très récent, donc il va falloir voir un petit peu ce que ça fait dans les prochaines années. Ça pourrait quand même apporter quelques réponses. Au niveau des stages et la pratique, à nouveau, une énorme demande de plus de pratiques, de stages plus longs, plus suivis, des améliorations de la formation peut-être des maîtres de stage, pourquoi pas. Les maîtres de stage demandaient, en fait, c'est surtout vraiment c'est assez chronophage de prendre très bien en charge un stagiaire. Donc peut-être envisager une rémunération au même titre, par exemple, que les tutorats. Les tutorats, d'ailleurs, il y a 90% des praticiens et 90% des étudiants qui aimeraient le voir généralisé même à la canine, avec voilà, cette rémunération qui est profitable pour les deux parties.
Voilà. Pour ce qui est vraiment pur enseignement et clinique à l'école, il y a une demande à nouveau de pratiques plus précoces, des cours de gestion, RH, communication. Ça, c'est des choses qui commencent un petit peu à être faites, mais il y a encore des grosses lacunes. Voilà, encore une besoin d'accompagnement un petit peu supérieur. Une charge de travail peut-être pas à diminuer, mais en tout cas à réorganiser dans les cliniques et à nouveau réduire ce décalage entre l'exercice en clientèle et ce qu'on apprend à l'école, une reconnexion avec la vraie pratique, entre guillemets bien sûr, à nuancer. Et du coup, enfin, le corps enseignant et un meilleur accompagnement, que ce soit en stage, pendant toutes les cliniques, peut-être plus voilà, d'accompagnement vraiment, peut-être rompre un peu la glace entre les enseignants et les étudiants, un meilleur des feedbacks plus réguliers. Voilà, c'est surtout une grosse demande qui a été faite de la part des étudiants. Et ça pourrait ne pas s'arrêter seulement au cursus, peut-être un meilleur accompagnement sur les premiers postes, pour même un feedback une fois qu'on est dans la clinique voilà, pour se sentir encore accompagné et pas être lâché et prédisposé aux premières mauvaises expériences qui font quitter le métier précocement. Voilà, j'ai à peu près tout dit, Chouk. Donc, il s'est passé un petit temps depuis novembre, mais en tout cas, voilà, je voulais juste conclure en disant qu'il y a encore plein de travaux qui arrivent là-dessus. Il y a un étudiant de Lyon là qui m'a contacté parce que lui, il va traiter vraiment purement de la partie stage et ce qui peut être fait dans les écoles. Donc, j'ai deux adresses. Je l'enverrai peut-être à Veto Entraide si jamais il vous contacte pas. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Moi, ça m'a au début déprimé de lire enfin, le mal-être des praticiens, des étudiants. Et puis en fait, à la fin, je me dis, il y a plein de choses à faire. Donc c'est quand même très, 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 très encourageant. Et même moi, là, je vois au bout d'un an de pratique, la marge de progression est énorme. J'aimerais juste qu'elle soit déjà dès les écoles, un petit peu, voilà, un petit peu initiée, on va dire, pour donner plus confiance et éviter juste toutes ces mauvaises expériences. Parce que je pense que vous, comme moi, on a entendu nos collègues dire que ça allait pas du tout dans les cliniques et imaginer tout arrêter, quoi. Donc voilà, on va passer aux questions si vous êtes partant ou si vous avez des retours. Je suis vraiment, vraiment très intéressée.